Ils étaient une race forgée à la fois dans le feu et la glace. Leur prouesse en tant que guerriers est aussi légendaire que leur brutalité envers leurs ennemis. Ils sont rappelés comme des pillards, mais ils étaient tout aussi capables en tant qu'explorateurs et colons, leur héritage perdurant jusqu'à ce jour. Ils étaient les Vikings, et à l'apogée de leur puissance, ils étaient une superpuissance militaire, politique et économique, comparable aux nations les plus puissantes d'aujourd'hui. Pourtant, alors que la légende a gardé leurs souvenirs vivants au fil des siècles, la légende a également servi à obscurcir la vérité sur ces gens fascinants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorerons qui étaient les Vikings, examinerons leur culture, retracerons leur montée en puissance et identifierons leur impact. Sur le monde moderne, ce sont les Vikings. Bienvenue à Wars du monde. Le mot viking provient d'un ancien terme norrois qui se traduit librement par pirate, mais ce terme générique fait en réalité référence à différents groupes, parfois opposés. Les Vikings sont originaires des froides terres scandinaves qui s'arquent sur le haut du continent européen. Avec un climat aussi rude et de vastes zones de terrain inhospitaliers, les gens qui y vivaient devaient se durcir s'ils voulaient survivre. Et ils ont survécu. Non seulement cela, ils ont prospéré en conquérant la terre qu'ils habitaient, créant des établissements principalement le long du littoral qui leur permettaient d'accéder aux mers, offrant une richesse de stocks de poissons à récolter et à compléter les cultures qu'ils cultivaient sur terre comme d'autres peuples à travers le monde. Et l'histoire des nations se sont formées dans la sphère viking. Et inévitablement, des conflits éclateraient pour sécuriser les ressources. Et en tant que tels, les Vikings sont devenus adeptes à la fois du conflit et du pillage. Ces nations vikings peuvent poser un problème lorsqu'on essaye d'identifier qui étaient les Vikings. Et cela est aggravé par le fait que les Vikings avaient très peu de langue écrite et très peu qui pouvaient lire ou écrire en aucune capacité. En conséquence, nous savons peu de choses sur eux avant qu'ils ne quittent leur patrie. Généralement, nous associons les Vikings à des régions de la Norvège, de la Suède et du Danemark d'aujourd'hui. Mais en conséquence, vous ne pouvez pas simplement définir ce qu'est un Viking, car les types de personnes, leurs croyances et coutumes variaient d'une région à l'autre. En conséquence, décrire quelqu'un comme un Viking fait plus référence au comportement de pillage et à un point d'origine géologique très approximatif qu'à un certain groupe de personnes. Cependant, au fil du temps, alors que les chefferies et factions vikings grandissaient pour englober les plus petites, beaucoup de leurs croyances et coutumes étaient absorbées par le nouveau pouvoir, donnant naissance à une culture partagée. Peut-être que l'aspect le plus important de leur vie était une dépendance à la mer. Les Vikings étaient des constructeurs de navires experts et des marins qualifiés. On sait que le peuple viking construisait des navires à voile depuis au moins 350 avant Jésus-Christ. Et au VIe siècle, ils avaient perfectionné leur design distinctif. Ces navires, qui combinaient voile et propulsion, étaient probablement les plus avancés en Europe à l'époque, possédant une grande vitesse, agilité, navigabilité et étaient capables d'entrer dans des rivières étroites, leur donnant une portée énorme, ce qui s'avérerait d'une efficacité dévastatrice dans la nouvelle ère des Vikings qui allait venir. Les historiens ont longtemps débattu sur la raison pour laquelle, dans les dernières années du VIe siècle, le peuple scandinave s'est aventuré plus au sud qu'auparavant à la recherche de nouvelles terres. Peut-être était-ce simplement le résultat naturel d'un peuple si fort et déterminé à la recherche de nouvelles terres à dominer. Peut-être que la quête de nouvelles terres a été stimulée par une mauvaise récolte ou un conflit avec une autre tribu viking. Ou peut-être qu'un viking leader croyait avoir reçu l'ordre de l'un de leurs nombreux dieux de quitter le berceau de la civilisation viking et de se diriger vers le sud. Peut-être que c'était simplement un accident.
Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que 789 après J.C. était l'année où les Vikings ont pris conscience de nouvelles terres au sud à travers la mer. Et cette même année, 3 navires vikings en provenance de Norvège ont accosté sur l'île de Portland, sur la côte sud du comté anglais du Wessex. On a supposé que les navires étaient équipés de commerçants étrangers, et ainsi, un homme local connu sous le nom de Bedeherd s'est approché d'eux exigeant qu'ils se fassent connaître de son roi à Dorchester. Les Vikings, décrits comme des Danois dans les récits contemporains, ont tué Bidu Erd, et en faisant ainsi, il est devenu la première victime reconnue d'une attaque viking sur les îles britanniques. Au cours des 4 années suivantes, on pense qu'il y a eu des raids sporadiques des Vikings, sans doute à la suite de la diffusion de la nouvelle à travers la Scandinavie de cette nouvelle terre prête à être pillée. C'était une période vulnérable pour les royaumes et les peuples des îles britanniques. Après s'être organisés, ils pouvaient ensuite marcher sur leurs établissements cibles sans méfiance, tuer et prendre ce qu'ils voulaient, puis retourner à leur bateau et être de retour en mer avant que les royaumes locaux ne puissent organiser une contre-attaque. Comme si ce fait n'était pas assez tentant pour les Vikings, cherchant à accroître leur richesse et leur influence, le littoral des îles britanniques avait également une série de monastères qui étaient construits loin des grands établissements avec de l'or, des animaux, du vin et des esclaves potentiels, tous là pour la prise. La raison de leur construction dans une telle isolation était que les moines pouvaient vivre leur vie en reclus, leur permettant de se consacrer à Dieu. Mais en faisant cela, ils offraient aux Vikings une cible facile. Quel Viking respectueux de lui-même pourrait résister à une proie aussi facile? Le premier raid viking significatif sur un monastère a eu lieu en 793 après J.C. à Lindisfarne en Northumbrie, un royaume à cette époque dirigé par Uthelred Upre. Le raid, qui venait probablement de Norvège, a choqué et terrifié la population de Northumbrie et au-delà. Car en plus de démontrer la sauvagerie avec laquelle les Vikings se comportaient, c'était aussi une attaque sur ce que les érudits de l'époque décrivaient comme le cœur de l'âme chrétienne du petit royaume. En fait, un tel érudit, un ecclésiastique influent nommé Alcuin, a attribué le raid au péché d'Ethelred Prun et de sa cour. Pourtant, malgré le choc et l'horreur de ce raid et des autres qui ont suivi, très peu de choses ont changé pour les habitants des îles britanniques. Une fois les émotions apaisées, ils considéraient ces premiers raids comme brutaux et problématiques, mais dans le grand schéma des choses, ils étaient une nuisance pour les établissements côtiers, dans un pays dont les intérêts dans le monde extérieur s'arrêtaient très largement à son propre littoral. À la fin du siècle, les raids vikings ont commencé à se concentrer sur l'Écosse et les régions nord de l'Irlande, répandant la peur et l'alarme parmi la population de moines qui s'étaient retirés dans les monastères jusque-là non perturbés. Face à la menace, plusieurs monastères ont été délaissés, obligeant les moines à se retirer plus loin à l'intérieur des terres. Cependant, pour les établissements côtiers dépendant de la pêche, il n'y avait nulle part où aller, et leurs habitants vivaient dans la crainte constante que le prochain bateau à apparaître à l'horizon transporte les Nordiques assoiffés de sang, et avec eux, la mort. En 835 après Jésus-Christ, le premier raid sur les îles britanniques par les Vikings danois a eu lieu lorsqu'un groupe de raids a attaqué l'île de Sheppey, dans le sud de l'Angleterre. Étant si loin au sud, loin de là où les attaques vikings avaient précédemment été concentrées, il y avait encore des monastères non défendus le long de la côte mûre pour le pillage. En 855, les Vikings danois sont revenus à l'île de Sheppey et y ont établi une colonie permanente avec laquelle ils pouvaient continuer leurs raids le long de la côte anglaise et finalement plus à l'intérieur des terres. Cela déclencherait le début d'une nouvelle politique viking envers les îles britanniques et le reste de l'Europe. Ce n'était plus simplement des terres à piller puis à rentrer chez eux. Désormais, les Vikings étaient déterminés à coloniser et à faire de ces nouvelles terres leur nouveau foyer. Et pour ce faire, ils devaient mener une guerre à grande échelle. Contre les propriétaires actuels, les Vikings norvégiens ont concentré leurs efforts de colonisation sur l'Écosse et l'Irlande, tandis que les Vikings danois étaient plus actifs contre l'Angleterre, qui était à l'époque divisée en 4 royaumes. La férocité et l'habileté des Vikings au combat, couplées à la défense souvent inefficace et parfois inexistante du territoire britannique, ont permis aux pillards vikings de remporter un succès étonnant.
conquérant toute l'Angleterre, à l'exception du royaume de Wessex, qui a été laissé dans un état de guerre presque continu au cours des années qui ont suivi. L'armement viking était rudimentaire mais efficace, et le type d'arme représentait le statut du viking en question. Les épées, par exemple, étaient de l'arme viking la plus coûteuse à fabriquer en raison du coût élevé du fer et de la compétence requise pour forger une telle arme. Ainsi, les épées étaient habituellement destinées à l'élite de la société viking. Une épée viking typique était à double tranchant et mesurait environ 89 cm de long, ce qui lui donnait une portée nettement supérieure à la plupart des armes personnelles des adversaires qu'ils rencontraient, qui étaient souvent armés de peu plus qu'un poignard. Prouvant davantage le prestige de leurs propriétaires, les épées étaient souvent décorées pour les distinguer et étaient portées dans des fourreaux, un type de gaine fabriquée en laine, en bois et en cuir, et portée sur l'épaule où elle était facilement accessible par la main droite. Pour le viking ordinaire, cependant, son arme était généralement une hache reflétant leurs origines agricoles, et celles-ci étaient portées à la bataille sur leur ceinture. Les haches de bataille vikings avaient généralement de longs manches, leur permettant de frapper une victime prévue de plus loin. Mais si une longue portée était vraiment nécessaire, alors les Vikings pouvaient adopter soit leur lance, soit leur forme contemporaine d'artillerie, l'arc et la flèche. Les Vikings ont utilisé les lances pour divers usages militaires. Certaines étaient conçues pour empaler un ennemi tentant d'avancer sur les Vikings, assez près pour utiliser leurs propres dagues, haches et épées, tandis que d'autres étaient conçues pour être lancées contre une formation ennemie. Les archers, quant à eux, avaient pour rôle d'affaiblir une force ennemie avant que le combat ne soit assez proche pour que chaque côté puisse utiliser ses armes personnelles. Initialement utilisés pour la chasse, les archers vikings les plus habiles étaient capables de tirer en moyenne 12 flèches par minute, ce qui pouvait avoir des effets dévastateurs sur toutes les armées, sauf les mieux protégées. Et même alors, cela n'était pas une garantie. On disait que les flèches vikings étaient si fortes et possédaient tant d'énergie cinétique qu'elles étaient souvent capables de pénétrer des boucliers en bois épais pour frapper leurs ennemis. En plus d'avoir d'excellentes armes et bien sûr les compétences pour les utiliser efficacement, les Vikings ont également adopté une armure personnelle efficace. Et au premier plan se trouvait le bouclier. Le type de bouclier utilisé par les Vikings remonte à l'âge du fer et se compose de minces planches découpées en forme circulaire au milieu desquelles se trouvait un dôme de fer pour protéger la main du porteur du bouclier, connu sous le nom de bosse de bouclier. Les Vikings avaient également des variantes de boucliers fixés à leurs navires pour protéger les équipages des lances et des flèches entrantes. Ils étaient montés le long du côté du navire, étaient appelés râteliers à bouclier. Les reconstitutions modernes de navires vikings ont révélé que l'installation d'un râtelier à bouclier réduit les performances du navire. Et donc, la plupart des historiens s'accordent à dire que les boucliers n'étaient pas montés jusqu'à ce qu'on s'attende à ce que le navire entre en action. La représentation stéréotypée des Vikings les montre souvent portant des casques avec des cornes qui en sortent, soulignant encore plus leur soif de sang et leur manière barbare. Toutefois, cela pourrait être moins précis qu'on ne le pensait. Il est certain qu'il existe de nombreuses images produites à l'époque des Vikings montrant des guerriers de premier plan portant ce type de coiffure. Mais le seul casque viking complet de cette période de l'histoire trouvé à ce jour ne possède pas de cornes. Et ce n'est pas non plus le cas d'autres exemples incomplets. Il semble que les casques vikings ressemblaient à leurs homologues d'Europe centrale et du sud de l'époque. Cependant, des documents publiés par le Musée national du Danemark indiquent qu'il existe des preuves suggérant que des casques à cornes étaient portés par un type très spécifique de guerriers vikings connu sous le nom de berserkers. C'étaient les guerriers vikings les plus fanatiques qui se jetaient dans la bataille dans une fureur presque transe, et ont sans doute contribué de manière significative à la légende des Vikings qui persiste jusqu'à ce jour. D'autres théories suggèrent que plutôt que d'être portés au combat, les casques à cornes étaient plutôt utilisés dans un rôle cérémonial. La preuve en est que, compte tenu de la compétence des Vikings au combat, ils reconnaîtraient que les cornes seraient en fait un obstacle et n'offriraient aucun avantage concevable au-delà de l'intimidation, quelque chose que les Vikings avaient clairement déjà maîtrisé. Mais vous ne voulez pas simplement dominer une autre terre par la force. Vous devez en faire votre terre. Et à ce titre, les guerriers vikings, qui ont écarté les malheureux sur leur passage, ont également amené leurs propres familles et esclaves
qui ont mis leurs compétences au service de l'agriculture, tirant le meilleur parti du nouveau territoire fertile qu'ils possédaient. Le travail était souvent acquis sous la forme de davantage d'esclaves, pris parmi les peuples vaincus dont le traitement était généralement d'une brutalité extrême. Bien que les Vikings étaient d'excellents guerriers, ils étaient également parfaitement conscients du danger de se surmener alors qu'ils avançaient vers l'extérieur. Ils étaient une force d'invasion dans un pays dont la population, si elle était forcée de s'unir et de se défendre contre une armée dévastatrice, les surpasserait en nombre. Et puis, il y avait toujours la menace des factions vikings rivales. Toute bataille, même victorieuse, réduirait leur nombre. Et donc, ils ont lentement commencé à changer de tactique et ont plutôt commencé à exiger de l'argent en échange de ne pas piller les établissements. Cet acte d'extorsion, connu sous le nom de Dengeld, allait devenir la base du système fiscal de l'Angleterre. Les îles britanniques n'étaient en aucun cas la seule zone qui intéressait les Vikings dans leurs efforts pour établir des colonies. À partir de la fin du 8e siècle, les Vikings ont mené des raids dans certaines parties du nord de la France. Ces raids poussaient parfois profondément à l'intérieur des terres, attaquant des villes importantes de l'Empire franc, les Vikings norvégiens et même danois, profitant pleinement du tumulte politique qui engloutissait l'Empire à cette époque. Les Vikings ont finalement atteint Paris, où un accord a été signé qui accordait aux Vikings le contrôle d'une région de la côte française, une région qui est devenue connue sous le nom de Normandie, un nom dérivé par les Vikings eux-mêmes, signifiant terre des hommes du Nord. Plus à l'est, les Vikings se sont alignés avec des groupes ethniques qui avaient souvent subi des persécutions de la part de leurs anciens maîtres pour renforcer leurs effectifs et sécuriser leurs terres conquises. Les Vikings ont pillé la ville belge d'Anvers en 836, puis ont continué vers l'Allemagne et les Pays-Bas d'aujourd'hui, conquérant et colonisant sur leur passage. Les Vikings n'étaient plus connus en tant que pillards par les peuples chrétiens d'Europe. Ils étaient maintenant une armée apparemment irrésistible de païens, déterminés à l'annihilation qu'aucun pays ne pouvait résister. Plus ils s'aventuraient loin, plus il semblait y avoir de terres à prendre. Au milieu du 9e siècle, les explorateurs et les groupes de pillage vikings poussaient plus au sud vers la péninsule ibérique, bien loin de leurs racines scandinaves. Cependant, ils n'auraient pas toujours tout à leur guise. Et l'une des premières excursions vikings dans l'Espagne et le Portugal actuel a vu une force viking vaincue par le roi Ramiro I, leader du royaume des Asturies. Peut-être parce qu'ils étaient maintenant si loin des fournitures et des renforts, ou parce que les Espagnols étaient mieux préparés, ou simplement parce qu'ils ne pouvaient pas s'acclimater à l'environnement plus chaud, les Vikings ont subi une série de défaites dans cette région, les obligeant à faire la paix et à adopter une approche plus diplomatique pour traiter avec les populations locales. Cependant, cela n'a pas arrêté tous les Vikings, et ils ont continué à piller des villes et des cités avec des niveaux de succès variables jusqu'au XIe siècle, mais peut-être l'expédition viking la plus célèbre était celle de Leif Erikson, un viking islandais qui, en 1000 après Jésus-Christ, a découvert une nouvelle terre à l'ouest, occupée par un peuple indigène à la peau rouge. Cette colonie a été établie dans l'actuel Newfoundland, Canada, et il est donc considéré comme le premier Européen connu à avoir visité l'Amérique du Nord. Plusieurs expéditions ont suivi les traces d'Erikson, mais l'intérêt des Vikings pour le nouveau continent a été de courte durée, et parfois violent. Le propre frère d'Erikson, Thorvald, ayant été touché par une flèche lors d'un combat avec les peuples indigènes de ce que les Vikings appelaient Vinland. Dans les sagas islandaises relatant l'incident, on dit que Thorvald a lui-même retiré la flèche avant de déclarer « C'est un pays riche que nous avons trouvé. Il y a beaucoup de graisse autour de mes entrailles. » Il est décédé rapidement. L'Europe centrale et méridionale étant beaucoup plus facile à atteindre, l'expansion viking s'est principalement concentrée là-bas. Et il semblait que le pouvoir des Vikings ne connaissait aucune limite. Mais à l'aube du XIIe siècle, la race viking était à son crépuscule d'existence, et bientôt il ne subsisterait que dans les livres d'histoire. Alors, comment cette race de guerriers a-t-elle chuté ? Il est plus facile de suivre l'ascension et la chute des empires à travers l'histoire qui connaissent une fin violente
ou autrement désordonnée. Mais cela ne semble pas être le cas avec les Vikings. Comme dit précédemment, les Vikings n'étaient pas un seul peuple ou même une seule culture, bien qu'ils aient bien sûr été perçus de cette façon par ceux qui se retrouvaient du mauvais côté d'une hache viking. Par conséquent, cartographier la fin de l'ère viking est beaucoup plus difficile que d'examiner par exemple la chute de Rome. Alors examinons certains des facteurs clés qui sont entrés en jeu. Tout d'abord, en revenant à la définition d'un viking comme étant un pirate, l'âge des monastères isolés et des communautés de pêcheurs laissés sans défense et prêts à être cueillis par les pillards vikings a rapidement pris fin. Compte tenu de leur position proéminente sur la carte de l'Europe au Xe et XIe siècle, de nombreux royaumes avaient beaucoup plus investi dans les défenses, rendant les raids plus coûteux et plus proches des batailles militaires à grande échelle dans leur conduite. En conséquence, il y avait moins de profit dans les raids, et donc les dirigeants vikings ont adopté le commerce et la coopération économique partout où cela était possible. Un autre facteur majeur était la concurrence entre les factions vikings et les petits royaumes. Comme dans toute lutte de pouvoir, il y aura toujours des individus plus puissants que d'autres qui domineront la partie plus faible par la force des armes, ou les envelopperont dans leur propre base de pouvoir, s'étendant ainsi encore plus loin. C'est ce qui s'est passé en Scandinavie, et en effet, à travers l'Europe, alors que le nombre de petits royaumes diminuait, remplacés par de nouveaux, plus grands et plus puissants. Enfin, dans une pseudo-revanche pour leurs invasions, l'influence des populations chrétiennes des îles britanniques et du continent européen a érodé la culture viking plus il restait dans ces terres. Le christianisme s'est rapidement répandu parmi les colonies vikings et à son tour, il a été exporté vers les terres natales en Scandinavie. Ainsi, avec tous ces facteurs en jeu, au fil du temps, les Vikings qui avaient semé la terreur à travers l'Europe ont commencé à disparaître en termes d'identité, remplacés par les nouvelles grandes populations de ce qui deviendraient les pays de la Norvège, de la Suède et du Danemark. Cela ne veut pas dire que cela a mis fin aux raids en totalité. Harald à la dent bleue, le roi du Danemark nouvellement unifié, puissant et christianisé, a instigé ce que l'histoire décrit souvent comme le début d'une seconde ère viking au milieu de la fin du Xe siècle, lorsque ses forces ont mené des raids à grande échelle contre l'Europe et surtout l'Angleterre, qui était à l'époque en état de flux politique. Ces raids serviraient en fait à unifier finalement toute l'Angleterre lorsque le fils de Harold, Sven à la barbe fourchue, a commencé une campagne de raids contre le pays en 1991 après JC, finissant par le conquérir dans son intégralité en 1013. Sven mourrait l'année suivante, laissant son fils Canute régner finalement sur un nouvel empire scandinave qui comprenait des terres en Angleterre, au Danemark et en Norvège. Mais étant un prince chrétien et non un soi-disant païen, de nombreux érudits et écrivains débattent pour savoir s'il s'agissait vraiment d'un empire viking ou non. L'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant a marqué la fin de toute influence viking restante sur la politique du pays. Probablement la dernière bataille viking significative a eu lieu en 1263 lorsque le roi Hakon Carte de Norvège a envahi le jeune royaume d'Écosse, cherchant à réaffirmer le contrôle viking sur les terres du nord des îles britanniques. La taille de la force viking était immense, possédant 20 000 guerriers transportés par 120 navires à travers la mer du Nord. Ils étaient opposés au roi écossais de 23 ans, Alexandre III. Malgré son jeune âge, Alexandre était un politicien astucieux et un tacticien habile, mais il savait que ses forces étaient nettement désavantagées face à cette armada. Il a donc habilement engagé une série d'actions dilatoires, envoyant des émissaires pour négocier avec les Vikings. Mais en réalité, ils étaient là pour gagner du temps pour que l'arme défensive la plus puissante des Écossais entre en jeu, le mauvais temps qui arrivait rapidement. Cela a fonctionné de manière spectaculaire alors que les tempêtes d'octobre ravageaient la flotte viking, la plongeant dans un désordre total. Dans ce que l'histoire retient comme la bataille de Largs, Hakon n'a pu débarquer que 1000 hommes sur la rive, et ils ont rapidement été attaqués par l'armée écossaise. Hakon a finalement été renforcé par les survivants de sa flotte, mais il a été privé de sa victoire. Cependant, les Écossais l'ont également été, et la bataille s'est terminée en impasse, les forces de Hakon étant confinées à Orkney pour l'hiver, pendant qu'il préparait sa prochaine campagne estivale.
Mais le destin en avait décidé autrement, et le Hakon, âgé de 60 ans, est mort sur l'île le 6 décembre 1263. Il fut le dernier roi norvégien à lancer une attaque militaire contre l'Écosse, son fils Magnus, le législateur, n'ayant aucune envie d'invasion. Et à la place, en 1266, il a cédé les Hébrides et l'île de Man à l'Écosse en échange de 4000 marques d'argent. L'âge des Vikings était terminé. Bien que la culture viking ait disparu dans l'histoire, son impact sur la scène mondiale se fait encore sentir loin et large. Les tests génétiques ont montré que l'acide désoxyribonucléique viking est l'un des plus présents parmi la population européenne. Les Vikings ont également façonné les terres qu'ils ont conquises, introduisant des limites régionales, des arts, des traditions et même des lois, dont beaucoup sont encore en vigueur à un certain degré aujourd'hui. Mais peut-être que la plus grande influence que les Vikings ont eue sur les générations qui ont suivi est sur l'imagination, pour le meilleur et pour le pire. Pour les érudits chrétiens, dans les siècles qui ont suivi l'âge des Vikings, ils étaient vus comme des sauvages qui représentaient l'obscurité du monde non chrétien et le salut qui venait de l'embrassement du Dieu chrétien. Plus tard, cependant, les Vikings ont connu une période de romantisation dans la littérature et les arts occidentaux, en particulier au XIXe siècle, où ils étaient considérés comme des nobles sauvages, riches de leur propre culture et tradition, mais redoutables au combat. Des traits qui étaient admirés par certains empires naissants et qui influenceraient malheureusement, entre autres, l'idéologie du mouvement nazi en Allemagne. Aujourd'hui, avec les progrès des techniques archéologiques, nous en savons plus que jamais sur le peuple viking, et pourtant, il reste quelque peu une énigme. Peut-être est-ce cet aperçu alléchant de la culture qui stimule l'imagination qui a travaillé pendant des siècles pour combler les blancs de ces peuples fascinants et influents, maintenant à jamais perdus pour l'histoire. Et voilà l'ascension et la chute des Vikings. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.